14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble sur Sud Radio et nous sommes ensemble durant ces 2 heures. Alors certains d'entre vous sont peut-être déjà en vacances et puis pour d'autres les vacances approchent et l'on sait à quel point les vacances sont propices à la sexualité, voire même au sexe torride. Qui n'a pas rencontré un jour un amour d'été dont il se souvient? D'ailleurs certains couples se sont rencontrés durant les vacances, mais ça reste néanmoins une minorité, sans doute parce que durant les vacances on n'est pas tout à fait identique. Et peut-être qu'une fois rentré, la réalité rattrape les couples. On pourra éventuellement parler de tout ça. En tout cas, c'est en compagnie de Guillaume de Brébisson qu'on va vous aider à passer de bonnes vacances, même pour ceux qui ne partent pas, puisqu'il y a environ 30% de gens qui ne partiront pas en vacances cet été, mais qui sont quand même peut-être avec un peu plus de temps libre. Et puis l'été, c'est aussi la période de tous les dangers, parce que de nombreuses infidélités se passent durant l'été, et là encore, on pourra vous donner quelques conseils. En tout cas, je vous invite à venir réagir, et pour ça, vous nous appelez au 0826 300 300. Bonjour Guillaume de Brébisson. Bonjour Brigitte. Merci d'être avec nous. Vous êtes thérapeute psychocorporel, sexothérapeute. Vous avez écrit de plusieurs livres, notamment S'expanouir, c'est aux éditions First, avec une préface d'Alain Héril, ce n'est pas rien. Et puis, vous proposez également des stages, S'expanouir. Le prochain, ce sera à partir du 9 octobre donc de cette année. Peut-être qu'il aurait fallu faire un stage cet été, un stage de S'expanouir pour un sexe plus torride. C'est ce qu'on va faire l'année prochaine, un S'expanouir d'été. Pour préparer les couples à l'été. Oui. Alors on sait que l'été, souvent, ça permet à des couples de réveiller un petit peu leur libido, leur sexualité. Maintenant, si elle est totalement endormie, il faut pas trop s'attendre à des miracles. Ça dépend beaucoup de ce qu'on veut faire, mais c'est vrai que les vacances, comme vous l'avez dit à l'instant, sont propices à la reconnexion au sein du couple ou à la déconnexion. Alors tout dépend de vers où on tourne ses regards, mais en tous les cas, pour un couple qui désirerait ou dont l'un des deux membres désirerait redémarrer une histoire, réapprofondir, repartir sur autre chose, eh bien l'été, c'est vrai que c'est la bonne période pour ça, parce que ça permet, par exemple, de consacrer plus de temps à la sexualité, ça permet de consacrer plus de temps au fait d'être ensemble, ça permet peut-être d'aller voir de nouvelles choses, tester de nouvelles idées, se parler plus, se découvrir mieux, et puis toutes ces choses qu'on fait et que souvent on dirige vers l'extérieur parce qu'on est habitué à sa moitié et qu'on se dit qu'on sait déjà tout d'elle, mais peut-être pas finalement. Et c'est ce que vous proposez quand vous faites les stages, justement, de se reconnecter? Alors les stages que nous proposons avec mon épouse Sabrina, les stages S'expanouir, sont vraiment des stages axés sur la connexion et la reconnexion. C'est ça. On fait vraiment un travail en profondeur de dialogue qui se double d'un travail corporel, d'apprentissage d'une sexualité douce, lente, ce que nous on appelle la sexualité du cœur. Et les deux à la fois permettent au couple de vraiment ressentir à nouveau l'amour et tout de suite le mettre en acte avec la sexualité, puisqu'ils ont des temps en chambre spécifiques pour ça, avec des suggestions qu'on leur donne et puis qu'ils sont libres de suivre ou de ne pas suivre. Mais nous, évidemment, on leur propose de les suivre. Oui, et vous faites les stages avec votre compagne, Sabrina, et c'est vrai que quand on vous connaît tous les deux, on voit que vous êtes un couple qui fonctionne, qui est connecté, comme on aime à dire aujourd'hui. Merci de dire ça, ça va lui faire plaisir de l'entendre. Non, mais c'est vrai, c'est frappant. On travaille là-dessus, c'est-à-dire on croit beaucoup tous les deux aux vertus du dialogue, notamment du dialogue imago, de l'écoute, de la connexion, et puis et c'est ça que finalement on essaye de faire passer auprès des couples qui viennent nous consulter ou en stage par exemple. Et puis on sait qu'il y a des gens qui se rencontrent l'été et néanmoins il y a finalement assez peu de couples qui vont réussir à passer l'automne, si je puis dire. Et alors j'ai essayé de réfléchir, je me suis dit c'est peut-être parce que
quoi qu'on en dise, quand on est en vacances l'été, on n'est pas tout à fait le même. On a une autre personnalité que dans le quotidien de la rentrée. Donc c'est peut-être ça qui fait que quand on se redécouvre à la rentrée, on est un peu déçu. Ouais, c'est sûrement ça. Je pense que ce qui se passe, c'est que se rencontrer pendant l'été, c'est doubler la période de la rencontre, du coup de foudre, dont on sait bien qu'elle ne va pas durer, de la temporalité de l'été. C'est-à-dire qu'on a un coup de foudre à durée limitée, quoi. Et ça nous ramène très très vite à la réalité, ce qui est déjà le mouvement normal de ce qui se passe dans une relation. Mais quand même, souvent, ça prend 2 ou 3 ans. C'est cette période enchantée qui précède la relation durable. Alors, quand on a juste 3 semaines ou 5 semaines de période enchantée, on c'est vit peut-être à difficile. l'accéléré, vous voulez dire, on vit ça à l'accéléré. Oui, donc, on vit ça en accéléré. Après, ça va nous sembler fade. C'est ça que vous voulez dire? Oui, c'est ça. On vit une période magnifique en accéléré, et puis tout de suite, on se retrouve à devoir gérer à la fois les enfants, la maison, le boulot, etc. Et ça, c'est moins glamour, quoi. Et puis, on ne sait pas trop qui on rencontre. Finalement, l'été, on est souvent dans un moment où on est un petit peu loin de son métier, loin parfois de sa famille. Parfois, justement, on est marié, mais on ne le dit pas tout de suite. Et j'en arrive à mon 3e élément, c'est la période de tous les dangers. C'est-à-dire qu'on sait que beaucoup d'infidélités vont avoir lieu durant l'été parce que les gens ne partent pas en vacances ensemble, parce qu'il y en a un qui est coincé, l'autre pas. Quelles seraient les précautions à prendre pour éviter ça? Les précautions à prendre, par exemple, ça pourrait être de partir ensemble. Non, mais ça... Je pense que ce que je crois, c'est que quand on quitte la relation parce que on trouve quelqu'un de passage qui nous attire, c'est parce qu'on n'est pas bien dans cette relation-là. Donc la seule oui, non, mais là, je manière parle pas de la rupture, de l'infidélité qui va provoquer une rupture. Je parle du coup de canif dans le contrat, comme on dit. Oui, mais il faut être disponible déjà. Donc si je suis disponible tout en étant en couple, c'est que je suis pas bien dans mon couple. Okay, je suis peut-être pas d'accord avec vous. Je pense que on sait par exemple que dans des séminaires, il y a parfois des infidélités qui n'auraient jamais eu lieu s'il n'y avait pas eu le séminaire, c'est-à-dire la soirée où tout d'un coup on est entre gens du travail, on est dans un contexte un peu festif parce que tout est fait pour ça, et il va y avoir une aventure sexuelle qu'on n'aurait jamais voulu avoir et que parfois d'ailleurs même on regrette. Et je crois que c'est un peu pareil pendant les vacances, on peut avoir un moment un peu comme ça d'euphorie qui fait qu'on va passer à l'acte alors que pourtant on est bien dans son couple. Oui, alors pendant les vacances, il y a une chose sûrement qui se produit, c'est que finalement on est notre potentiel, beaucoup plus que notre réalité, quoi. Oui, ça, je pense que c'est intéressant. Et du coup, ça nous rend très oui. attirants, et ça rend les autres personnes très attirantes également. Et cette espèce de vie un peu dégagée des obligations peut faire déraper. Par exemple, voilà, on va avoir une aventure un peu plus vite qu'on ne l'aurait eu dans le monde réel. Bon, donc sachant ça, vous voilà prévenu. Et puis peut-être qu'il faut dans le couple, si on se sépare pour des raisons familiales, professionnelles ou que sais-je, peut-être ne pas oublier de se dire qu'on s'aime et qu'on aime son couple pour. Je pense que c'est essentiel de continuer la relation, même à distance, de s'envoyer des textos, de s'appeler fréquemment, de se rappeler qu'on s'aime, etc. Oui, si on n'a pas cette émotion-là, ce sentiment-là, c'est finalement assez naturel d'aller regarder si quelqu'un d'autre ne l'aurait pas pour nous. Bon, en tout cas, on va parler de tout ça et je vous propose de venir nous raconter ce que vous avez envie de faire cet été, ou peut-être de me parler d'un amour d'été qui vous a particulièrement marqué. Ça peut être aussi une petite séquence nostalgie. Ça fait du bien aussi parfois de reparler de moments qui ont été chouettes pour nous. C'est pas de la... c'est de la nostalgie. La nostalgie, elle a ses saveurs, elle a son mérite.
Alors justement, peut-être qu'avant de se séparer pour les vacances, un couple peut aller passer une soirée romantique à se souvenir de comment ils se sont rencontrés et comment c'était merveilleux au début de leur histoire. Pourquoi pas. Par exemple. On fait une petite pause et c'est vous qui allez prendre la parole sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous évoquons les amours d'été, passés ou à venir, comme vous voulez, avec Guillaume de Brébisson qui est avec nous, sexothérapeute. Et on commence avec vous, Xavier. Bonjour. Oui, bonjour. Donc, vous avez envie de nous parler d'une rencontre que vous avez faite il y a longtemps ? Il y a une dizaine d'années, une rencontre qui m'a marqué. C'est vrai que les vacances sont des périodes où on change un peu nos habitudes et on se laisse un peu porter, j'allais dire, au gré du vent ou au gré des différentes situations. Et c'était tout simple, en bord de plage, près d'un marchand de glace, tout simplement. Et la personne devant moi prend une glace 3 boules comme je le souhaitais pour moi. Et je lui ai souri, il dit « Ah, on a les mêmes choix ». Et puis on a commencé à discuter et ça a été une belle rencontre, mais qui malheureusement, à mon gré, n'a duré que 3 ans. Mais c'est vrai que le fait c'est pas mal, d'avoir 3 ans. un sujet de conversation qui peut paraître très futile et voire un peu peut-être ridicule par rapport à l'importance d'une relation, fait que oui, mais ça c'est envie de parler, quoi. C'est le mystère des rencontres en fait, parce que quand vous dites tiens, on a les mêmes choix, vous avez pris 3 boules, ça, il y a des femmes qui auraient pu même prendre ça comme un truc un peu coquin ou trivial. Oui. Merci, oui, c'est le mot exact. Et puis non, en fait, vous l'avez. Et puis ça, sans doute que vous l'avez dit de manière très très naturelle. On entend le sourire d'ici. Oui, avec une voix très douce, je l'ai dit. Ça, je m'en souviens bien. Oui. Et elle vous plaisait, c'est pour ça que vous lui dites, ou c'est juste parce que vous étiez de bonne humeur, tranquille c'était une femme, un tout petit peu plus petite que moi, cheveux longs, blonde, les yeux bleus, en maillot de bain, donc très en forme, très particulièrement intéressante. Et c'est sûr que on a tilté tous les deux, quoi. On s'en est expliqué après. Et alors vous avez mangé votre glace ensemble, j'imagine, vos 3 boules. Assis sur le sable, ouais. En bord de l'océan. Et puis on a décidé de passer 2 à 3 heures de plus pour voir le coucher de soleil. Voilà. Et au moment où le soleil disparaissait, on s'est regardé et on s'est tenu par la main et elle a trouvé ça très romantique. Et du coup, on a mangé ensemble et on s'est revus le lendemain. Donc vous n'avez pas fait l'amour le premier soir ? Non. Je ne suis pas un homme facile. C'est le secret, je crois que c'est le secret. Non, c'est peut-être pas le secret, mais en tout cas, c'est bien, parce que ça donne l'occasion de se revoir le lendemain. Il y avait du désir, je pense, des deux côtés. C'est sûr. Et le fait de se revoir que le lendemain, ça a donné de l'importance à cette rencontre. Oui, mais je trouve que, sincèrement, c'est assez juste, oui, parce que, vous passez 4 heures ensemble, donc on peut penser que vous vous plaisez mutuellement, il n'y a pas de doute là-dessus. Et ne pas aller jusqu'au bout le premier soir, je trouve que c'est assez bien vu. Oui, et puis ce côté romantique du coucher de soleil, la main dans la main, ça veut dire beaucoup de choses, quoi. C'est un message. Oui, on reste sur cette image romantique et on profite, si je puis dire, de 24 heures de cette image. Je trouve que c'était un très joli souvenir. Hein. On est complètement avec vous. Enfin là, moi, je m'y crois tout à fait, là, sur la plage, le coucher de soleil et tout ça. Et je trouve ça beau aussi que vous ayez transformer cette relation pour que finalement elle dure 3 ans. C'est donc que c'était pas seulement ça a dépassé le coup de foudre, quoi. Il y a eu quelque chose de plus. Oui, ça a dépassé le coup de foudre. Je ne sais pas si c'est vraiment un coup de foudre. C'était plutôt on est bien ensemble, quoi. Voilà, une rencontre équilibrée où on était bien ensemble, on aimait bien les mêmes choses, on aimait bien intellectuellement on avait les mêmes requêtes. On avait besoin aussi bien du physique que de l'intellectuel. On était très
proches l'un de l'autre, très empathiques, et on aimait bien la bonne chère raisonnable, l'apéro raisonnable, et de ce fait-là, il y avait beaucoup de points d'équilibre qui ont fait qu'effectivement, on a construit quelque chose. Malheureusement... Mais vous habitiez un peu la même région pour arriver... Parce que donc vous êtes... vous avez vécu ensemble, vous avez habité ensemble, ou vous vous êtes revus pendant 3 ans? On s'est revus pendant 3 ans, sachant qu'elle avait un métier très prenant en tant qu'assistante maternelle, donc très 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 prenant. Oui. Et je crois qu'on a perdu Xavier, il me semble qu'on a perdu Xavier. Vous nous entendez, Xavier ? Non, il nous entend plus. Bon, c'est pas grave, on va continuer. Donc, ce qui est intéressant là, c'est qu'on voit bien, c'est pas un coup de foudre, mais c'est une rencontre où il y a pas mal de points communs en fait, et c'est ce qui maintient la relation. Je crois mon réalisateur me fait signe, on a retrouvé Xavier. Oui, Xavier, on vous avait perdu. Et qu'est-ce qui fait qu'on se sépare alors qu'on s'entend bien? Ça a été, franchement, ça a été une difficulté pour elle d'avoir une différence d'âge de 15 ans, où elle avait vécu avec son père une situation difficile dans les 10 dernières années de sa vie, et elle ne voulait absolument pas revivre la même chose. Donc vous aviez 15 ans de plus qu'elle, c'est ça? Oui, tout à fait. Et elle avait peur de jouer à l'infirmière? Alors non, je pense pas, parce que je suis en bonne santé, et disons que elle a été surprise de la libération sexuelle qu'elle a pu avoir. Donc là aussi, c'était une surprise partagée d'un côté comme de l'autre, où elle avait des jouissances et des approches très particulières et très très douces, très tendres, très câlines lorsqu'on avait envie de se retrouver. Mais elle avait tellement peur de perdre ça c'est l'explication que nous nous sommes donnée et ce que j'ai compris, qu'elle a voulu arrêter de peur que ça se détériore, de peur que ça se dégrade. Elle a voulu rester sur une belle relation, un rêve qui pouvait continuer. Alors, on se téléphone régulièrement, on prend des nouvelles de l'un et de l'autre, Oui. Alors, écoutez, Xavier, moi je pense qu'elle vous racontait un petit peu un bobard là quand même, parce que quand on est bien avec quelqu'un, on dit pas, on arrête tout pour garder le fait qu'on était bien. Je pense que la relation s'était transformée un peu en amitié, et elle a eu envie de changer avant que ça se détériore, certes, mais parce que c'était déjà un peu calmé, je pense. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, Guillaume de Brémisson. Je trouve que ça ressemble beaucoup à un couple qui a su prolonger le moment présent, qui a su prolonger le plaisir d'être juste ensemble, mais qui a eu du mal à transformer ça en projet ou en quelque chose d'autre, quoi. Et en même temps, c'est une assez jolie histoire. Ouais, c'est sûr, oui. Oui, c'est une très jolie histoire. Et dans la dernière année, ces enfants ont eu 3 enfants majeurs qui avaient chacun leur travail. La dernière étant encore dans les études pour être médecin. Elle a eu d'énormes problèmes avec son ex-mari, avec qui il avait eu ses 3 enfants, qui a entraîné ses enfants dans des situations financières très particulières, et je l'ai sentie un peu perdue, je l'ai sentie ne faisant plus confiance à elle-même, et c'est à partir de ce moment-là où elle s'est détachée, quoi. Oui, c'est-à-dire que sa famille, ses enfants, enfin toutes ces difficultés-là ont pris trop de place et elles vous en laissaient plus beaucoup, quoi. Voilà, exactement. Et donc vous avez été viré, si je puis dire, parce que ça faisait trop pour elle à gérer, ce qui est un peu dommage, parce que je pense que vous auriez pu l'aider aussi dans ses difficultés. Mais bon, ça après, c'est son choix à elle. Mais vous gardez, enfin, je veux dire, visiblement, vous gardez un bon souvenir de ces 3 ans, et vous avez gardé une amitié. En tout cas, vous êtes encore en lien. Oui, c'est plutôt chouette.
Oui, Ah c'est oui, c'est joli, très, je très trouve. chouette. C'est une belle histoire et en même temps, on voit la difficulté de passer du présent, de la joie, du plaisir, qui sont vraiment les synonymes des vacances, à quelque chose d'incarné, de durable, de long. Oui, et puis avec parfois, toutes c'est les aussi bien de pas difficultés le de la faire. vie. Voilà, avec ouais. les difficultés de la vie. Absolument. Eh bien, merci beaucoup Xavier de ce témoignage. On va dans un instant retrouver notre Sexy News Flore Chéri qui nous a rejoint. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, Guillaume de Brémison, nous avons le plaisir d'accueillir Flore Chéri. Bonjour Flore. Bonjour Brigitte, bonjour Guillaume. Flore. Et vous allez nous parler de la vulve. Oui, je vais vous parler de la vulve, tout à fait, et surtout de la vulve qui va pas très bien. Parce qu'il y a un sujet qui est parfois délaissé du monde médical, c'est celui de l'inconfort, qu'on comprend pas forcément très bien, et des douleurs vulvaires. Un sondage BVA pour Inti Essential, c'est une marque de cosmétiques intimes, a publié il y a quelques semaines ce chiffre effarant. 80% des femmes ont déjà ressenti de l'inconfort ou de la douleur au moment d'un rapport sexuel ou après un rapport sexuel. Alors ça se manifeste bien sûr de différentes façons, le spectre est très large. Ça peut être du vaginisme dans les cas les plus extrêmes, c'est-à-dire le périnée qui se contracte de façon involontaire et qui peut empêcher la pénétration ou la rendre très douloureuse. Ça peut être des irritations, des mycoses, des cystites, différentes fragilités donc qui se traduisent souvent par une honte ou une gêne à en parler librement, surtout à son partenaire. Il y a seulement 32% des femmes qui, dans celles qui ont ressenti de l'inconfort, qui osent en parler à leur partenaire. Et pourtant, quand elles ressentent de l'inconfort, elles sont 50% à se tourner vers un professionnel de santé pour avoir des réponses. Donc on trouve qu'il y a une bonne responsabilité de la part des femmes qui ressentent soit de l'inconfort, voire même des douleurs dans leur vie intime. Mais le vrai sujet, c'est que pour celles qui le ressentent, la plupart disent que c'est un impact négatif sur le plaisir et leur désir sexuel, ainsi que sur l'anxiété qu'elles vont potentiellement développer lors d'un prochain rapport sexuel. S'il est donc plutôt positif d'ouvrir un dialogue avec un professionnel de santé, malheureusement, les solutions qui existent pour ces femmes, elles se retrouvent plutôt du côté marketing, du côté business, avec toute une batterie de cosmétiques de l'intime vendus librement sur Internet qui se libèrent depuis une dizaine d'années. On pense aux baumes apaisants, aux gels qui excitent, aux lubrifiants, aux lingettes. Il y avait aussi cette mode du CBD que vous avez peut-être vu voir il y a quelques dernières années qui paraissait beaucoup dans les cosmétiques de l'intime pour les femmes. Des solutions qui sont censées apaiser la zone vulvaire, la décontracter, la soigner et qui peuvent parfois provoquer l'effet inverse, c'est-à-dire modifier le pH de la flore vaginale ou accompagner la prolifération de bactéries. On pourrait même faire le parallèle quand on étudie le marketing des cosmétiques de l'intime. Là où les hommes achètent des compléments alimentaires pour bander dur et bander longtemps, les femmes, elles achètent des produits pour apaiser, adoucir, soulager et réparer la zone intime. Tout ce marketing qui s'est développé ne répond malheureusement pas assez justement aux besoins des femmes et peut-être aux besoins des hommes qui cherchent avant tout à retrouver de la douceur ou de la lenteur dans l'acte sexuel, de sortir un petit peu de ce côté très performant qu'on peut parfois leur demander et de se recentrer sur une connexion émotionnelle plus forte avec leur partenaire comme avec eux-mêmes. Ça tombe bien, c'est bientôt l'été, l'occasion de se retrouver. C'est d'ailleurs, on est en été, c'est pas bientôt, on est en été. La météo nous laisse penser que c'est peut-être pas encore l'été. Vous avez raison, Flore Chéri. C'est pas trop c'est bientôt les vacances pour certains, l'occasion de retrouver de la lenteur et de la légèreté dans sa vie intime. Alors oui, je pense que, ça paraît évident, une douleur, une irritation, ça donne pas spécialement envie de se libérer pour un rapport sexuel. Donc ça, c'est vraiment une première chose importante. Moi, je crois encore une fois que pour beaucoup de femmes, cette zone n'est pas suffisamment explorée, regardée, comprise. Et c'est là où on a encore beaucoup de travail à faire pour aider les femmes à être bien dans leur corps. Oui, ça me semble très important que les femmes prennent l'habitude de se regarder, effectivement, de regarder leur vue, d'entrer en relation avec elles d'une certaine manière. Et puis je crois aussi, et vous l'avez dit, Flore, vers la fin de votre intervention, que probablement beaucoup de femmes sont amenées à faire l'amour sur un tempo qui n'est pas le leur, qui ne leur est pas naturel, et qui n'est pas celui que désire leur corps et leur vulve. Et qu'effectivement, il y a un travail à faire, d'éducation aussi, d'apprentissage d'une sexualité plus douce, plus lente, où on va prendre plus de temps avant de commencer à pénétrer, si jamais pénétration il y a,
car il ne faut pas oublier que ça n'a rien d'obligatoire. Et oui, je pense que comme l'appareil masculin et l'appareil féminin ne sont pas tout à fait pareils, là où peut-être le masculin est un peu plus robuste aux irritations ou à la petite bobologie, ils ne se rendent pas forcément compte que la zone vulvaire, elle a besoin d'être un petit peu plus délicate, elle est fragile, il y a un écosystème qui est un petit peu plus, qu'il faut toujours un peu équilibrer et qui nécessite un petit peu plus de soins et d'attention. Oui, et par exemple sur la question de l'hygiène vulvaire, il y a finalement très peu de femmes qui connaissent réellement comment se nettoyer, ni trop ni pas assez. Après les cystites, c'est pareil. On sait aussi qu'il y a une façon d'utiliser sa vulve qui va plus ou moins amener des cystites ou pas. Enfin, il y a beaucoup d'informations qui sont finalement assez peu faciles à trouver. Et puis je crois encore une fois, on fait souvent des émissions avec Michel Odoul. Quand notre corps nous dit quelque chose, il faut l'écouter, quoi. Oui, c'est ça. Je pense que ça peut être un marqueur pour ces femmes-là que, attention, l'acte sexuel comme il se passe actuellement ne répond pas à leurs besoins ou à leurs désirs physiologiques profonds. Et donc, oui, trouver le temps de s'écouter. Ça joue peut-être avec le temps. C'est-à-dire, pour s'écouter, il faut aussi avoir le temps de s'écouter. Et parfois, on en manque. Oui, mais une pénétration un peu trop rapide, parce qu'on n'est pas tout à fait suffisamment lubrifié, ça peut irriter un peu l'entrée du vagin. Après, ça irrite. Il y a aussi des pratiques sportives où on va transpirer. Enfin, il y a beaucoup de choses. Ce qui est sûr, c'est que c'est une zone sensible. C'est une zone qui est pas si simple que ça, avec ses avantages, mais avec ses inconvénients. Avec beaucoup d'inconvénients aussi. Oui, c'est vrai. Et ça, moi je trouve que c'est déjà bien qu'on en parle. Je suis sûre qu'il y a 15 ans, on n'aurait jamais parlé de vulvovinite, alors qu'aujourd'hui c'est un terme qui rentre. On peut le trouver sur Google et savoir de quoi on parle. Vous avez raison. Sur 20 ans, il y a beaucoup de mots dans le milieu médical qui sont apparus, qui parlent de la santé intime des femmes qu'on ne connaissait pas ou qu'on connaissait mal et qui sont aujourd'hui très démocratisés. Et c'est un vrai pas en avant. Oui, et je peux même raconter une anecdote. Quand j'ai commencé cette émission en 2001, lorsque j'abordais la question du cunnilingus, j'avais des femmes qui voulaient en parler et qui accrochaient sur le mot. Et qui ne savaient pas prononcer le mot sans bégayer ou en le prononçant mal. Bon, après, aujourd'hui, on parle de cunni, ça y est. C'est ça, on a raccourci. On a raccourci, c'est plus simple. Mais donc, on voit bien que les choses bougent quand même dans le bon sens, et tant mieux. Mais vous avez raison, il y a encore beaucoup. Il faut aider les femmes, aider les femmes à découvrir, à regarder leur vulve. Et surtout qu'elles se sentent concernées. Enfin, on voit quand même qu'elles prennent leur santé en charge, parfois un peu plus que les hommes. Donc, si on les accompagne correctement, oui, on va remettre de la conscience dans la sexualité. Et quand on a mal, il faut pas avoir de rapport sexuel. C'est tellement évident, mais c'est bien de le rappeler aussi. Alors, ce qui est bien de rappeler aussi, c'est que je crois que vous ne fermez pas le Sweet Paradise cet été. Reste ouvert cet été. C'est quand même un événement, parce que qu'est-ce que les gens quittent Paris pour les JO? Vous, au contraire, vous faites un spectacle JO. On fait un érotique olympique, oui, pendant l'été, les jeudis, pour découvrir nos sweeties dans des situations sportives, dans des compétitions sportives acharnées. Évidemment, ça reste sensuel et sexy, et il y a beaucoup de sueur. Évidemment. Donc le Sweet Paradise, c'est 12 rue Marie-Stuart dans le 2e. Et donc allez-y, profitez-en. Et puis... on a plein de pièces de théâtre tous les soirs de la semaine à partir de 20h30. Donc venez, seul, en couple, timide, pas timide, on est là pour tout le monde. Et vous êtes là pour accueillir tout le monde comme ils sont. Merci beaucoup Flore chérie, merci à vous. On continue avec Lola qui va répondre à 3 questions intimes, et vous pourrez en poser une ensuite à Guillaume de Brébisson. Bonjour Lola. Bonjour. Merci d'être avec nous Lola. Alors, justement, on parlait hier de la première fois. Est-ce que votre première fois a été top ou pas ? Bon, oui, parce que j'ai eu la chance de faire la première fois avec quelqu'un dont j'étais amoureuse, et lui aussi. J'avais 18 ans, donc une autre époque, une autre génération. Et après, on ne peut pas parler de plaisir, si ce n'est le plaisir de partager, plutôt d'âme à âme que de sensations physiques. D'accord, mais c'était quand même dans une réciprocité, oui. Donc c'était plutôt bien, sauf que évidemment vous n'étiez pas encore tout à fait à l'aise dans votre corps et dans la sexualité, mais c'est plutôt positif, me semble-t-il. Ah oui, complètement. Un très bon souvenir.
D'accord. Alors, deuxième question, on vient de parler de la vulve. Est-ce qu'elle vous fait des petites misères de temps en temps, votre vulve? Alors non, j'ai de la chance de ne pas avoir vraiment de réaction. C'est peut-être arrivé, allez, je peux les compter sur une main, d'avoir des irritations, des choses comme ça. Après un rapport. D'accord, mais donc vous connaissez bien votre corps visiblement, et puis Oui. vous êtes à l'écoute. C'est peut-être ça aussi, parce que peut-être que quand vous sentez une petite irritation, vous allez pas plus loin, vous attendez que ça passe. Ah oui, complètement. Oui, donc c'est plutôt... Ouais. Mais vous avez bien raison d'ailleurs. Bah oui, on va pas endommager notre corps quand même. On n'en a qu'un, il faut le respecter, et il faut qu'il nous emmène loin. Hein. On est bien d'accord, Lola. Exactement. On est bien d'accord. Et quand on le respecte et qu'on s'en occupe bien, il nous apporte beaucoup de joie. Exactement. Et dernière question, est-ce que vous avez besoin obligatoirement de sentiments pour faire l'amour? C'est une vraie bonne question. Alors, jusqu'à aujourd'hui, ça m'est arrivé une seule fois de faire l'amour ou de me laisser aller sur un orgasme clitoridien, je dirais, avec une personne que je ne connaissais pas, même si c'était une personne de confiance dans un groupe de confiance. En dehors de cette fois-là, et j'avais 27 ans, j'en ai bientôt 42, il y a toujours eu des sentiments ou un attachement, soit sentiment d'amour, soit un attachement amitié plus. Oui. Voilà. Mais alors, je suis jamais rentrée dans une relation purement sexuelle, physique, mais j'ai déjà eu, ça m'est arrivé une fois, de ressentir une attraction physique où la personne... elle a provoqué en moi quelque chose de très fort, mais je n'ai pas été plus loin. D'accord, donc vous avez juste eu un rapport bucco-génital. C'est donc lui qui vous a donné un orgasme. Et vous avez su ne pas aller plus loin, c'est-à-dire lui dire non, j'ai pas envie d'aller plus loin pour vous respecter. Alors, disons qu'en fait, c'est lui. Il voulait me donner ce plaisir-là. Pour le coup, je ne l'avais pas découvert jusque-là. Enfin, je le savais pour moi-même toute seule. J'avais déjà découvert mon corps. Oui. Mais c'est pas un acte que dans ma précédente relation où j'étais restée 6 ans avec le partenaire, j'étais pas à l'aise au début, il est descendu qu'une fois, puis plus jamais ensuite parce que peut-être qu'il s'est fermé, j'en sais rien. Donc je ne connaissais pas. Et ça a été pour moi un petit coup de folie de me laisser aller à quelqu'un que je ne connais pas. Et pour le coup, ça a été génial. Et c'est lui qui voulait simplement me donner ce plaisir et ne pas aller plus loin. J'ai pas eu besoin de dire non. C'est intéressant parce que ça montre bien que donc vous êtes capable d'avoir du plaisir et un orgasme avec quelqu'un que vous n'aimez pas, mais vous n'avez pas envie d'avoir de relations sexuelles avec des hommes que vous n'aimez pas. Mais encore une fois, c'est très bien comme ça. Hein. Est-ce que ça a changé vos pratiques ensuite, cette expérience-là, avec les autres hommes que vous avez... Oui. Complètement. Alors déjà, je me suis réveillée, je me suis dit, mais mince. Après, là où ça a été moins évident, c'est de tomber sur des partenaires qui ne soient pas égocentrés ou égoïstes. Alors, j'en ai pas collectionné, mais j'ai eu la chance aussi d'avoir 2 autres partenaires où j'étais en couple qui aimaient donner le plaisir à la femme. Ben oui, quand même. Du coup, voilà, ça allait avec, et puis c'était de leur génération, de descendre, etc., très ouvert, donc aucun souci. Mais là... Mais vous savez, quand on est allongé, on descend pas, hein, Lola. J'adore cette expression de descendre. Oui, non, mais... Enfin, voilà. Après, c'est vrai que tous les hommes ne sont pas forcément... Non, mais c'est vrai que toutes les femmes ne sont pas non plus prêtes à faire des fellations, ça, c'est sûr. On en parlait d'ailleurs mercredi. Eh bien, vous pouvez poser une question, Guillaume de Brébisson, vous écoute. Eh bien, la question peut-être en fonction de moi, justement, c'est qu'est-ce qui fait, selon ma personnalité, que je ne parviens pas forcément à aller vers des relations. Alors aujourd'hui, je suis en couple, c'est pas le débat, mais quand j'ai été célibataire 4 ans, avoir une relation sans sentiment et éprouver du plaisir sans sentiment, j'y arrivais pas. Mais est-ce que vous aviez déjà rencontré ces plaisirs d'en bas, justement, parce que je pense que c'est quelque chose d'essentiel pour vous, ça. Si j'ai bien compris, vous avez toute une première période de votre vie dans laquelle le plaisir sexuel est, on va dire, limité. Et puis c'est le jour où vous vous ouvrez à une aventure inattendue que vous vous découvrez. Et alors,
Est-ce que vous savez pourquoi vous n'avez pas poursuivi? Honnêtement, alors ça ne s'est pas produit avec ce garçon-là. Il est parti en voyage à l'étranger, etc. Parce que c'est vrai que j'ai besoin de me sentir à l'aise. Alors pour le coup, ce soir-là, moi j'étais un petit peu éméchée, ça m'a un petit peu aidé, mais j'étais aussi en confiance et dans une espèce de lâcher prise, de non vouloir de contrôle. Mais la question que pose Guillaume, et on va faire une petite pause et puis vous allez prendre le temps pour y répondre, c'est quand même pour la première fois un homme vous fait jouir, on peut être un petit peu plus intéressé par lui, voire un petit peu plus prête à l'aimer. Donc pourquoi vous n'avez pas été plus loin? On vous retrouve dans un instant. Lola. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Toujours en compagnie de Guillaume de Brébisson et on retrouve Lola. Lola, Guillaume vous pose une question intéressante. C'est vrai, vous avez raison Guillaume quand même. On peut se poser la question pourquoi Lola n'a pas eu envie de revoir cet homme qui l'emmène. Si c'était si bien. Eh bien, en fait, il est parti en voyage en Australie pendant 6 mois, le lendemain ou le surlendemain. Donc, du coup, j'ai pas eu l'occasion de le voir. Il m'avait envoyé une carte postale pour me demander comment j'allais, etc. J'avais envie de le voir quand il allait rentrer, mais les choses ont fait que il est resté un peu plus longtemps. Puis moi, j'ai fait d'autres rencontres et puis j'ai avancé de mon côté, tout simplement. Mais c'est quelqu'un que je n'ai jamais oublié et si je le recroise demain, je pense que j'aurai un grand sourire. C'est incroyable parce qu'il vous envoie une carte postale, donc ça veut dire qu'il est prêt aussi à vous revoir, sinon vous n'aurez pas envoyé une carte postale. Les hommes, ils font rien de gratuit. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Il y a eu une sorte de kiff réciproque. Pour autant, il venait de se séparer d'une personne qui physiquement me ressemblait beaucoup. Et donc, je pense qu'il était dans une phase de reconstruction. Donc, il n'y avait pas forcément d'échange. On se revoit quand je reviens ou de choses comme ça. Ça a été vraiment à l'instant T. Non, mais ça d'accord. Mais n'interprétez pas la raison pour laquelle lui ne vous a pas revu, puisqu'il vous envoie une carte postale. Donc, il vous envoie un signe. Et là, on a l'impression que vous n'avez pas osé ou vous n'avez pas voulu reprendre contact, quoi. Je n'ai pas poussé, oui, le fait qu'il soit en Australie, si loin, les relations à distance. Il n'y avait pas de relation d'ailleurs. Je pense que j'ai juste pas osé. Ça m'avait fait déjà un grand bouleversement de constater ça. Vous n'avez pas voulu transformer. Vous n'avez pas voulu transformer, mais peut-être aussi que ce que vous avez vécu était tellement puissant que ça vous a secoué et donné l'impression que c'était pas possible que ça se renouvelle ou de prolonger une histoire qui démarrait comme ça. C'est comme si vous vous étiez interdit quelque chose un peu. C'est complètement ça. Et j'ai laissé le temps. Et puis après, c'est d'autres rencontres. Et puis après. Non mais vous voyez, Lola, je reviens sur la question que vous avez posée à Guillaume de Brébisson, qui n'est pas anodine. Vous lui dites pourquoi j'ai besoin d'avoir des sentiments pour avoir des relations avec des hommes, etc. Et moi, je pense que derrière ça, il y a une croyance qui est en vous et qui me semble intéressante à peut-être analyser un peu mieux. On trouve d'abord un homme avec lequel on a des sentiments et puis après on essaye d'avoir une sexualité qui soit bien. Et moi je pense que c'est pas forcément toujours la meilleure manière de rencontrer les gens, les partenaires qui nous vont bien. Et ça, je le dis pas que pour vous, je le dis beaucoup pour les femmes, parce que les femmes ont un peu tendance à être dans ce mode de fonctionnement. On cherche d'abord et c'est dommage parce que on ne s'épanouit pas en fait dans la sexualité au sein de ce couple-là, de ce type de couple. On n'est pas épanoui à 100%. Parfois si, mais pas forcément. Je veux dire, tandis que quand on rencontre quelqu'un avec qui on fait du sexe et que ça matche vraiment bien, si le reste match, ça fait une vraie belle histoire. C'est peut-être le signe que l'histoire peut être magnifique. Ouais. On peut se rencontrer par la sexualité et développer derrière. Je veux dire, d'accord avec vous. Ouais, vous voyez, il faut pas s'empêcher ça. Encore une fois, c'est pas parce que ça va très très bien sexuellement que le reste ira bien. Mais ce que je peux dire, en tout cas, aussi bien grâce à mon expérience personnelle que tout ce que j'ai entendu depuis tant d'années, c'est qu'on va plus facilement pouvoir améliorer le quotidien que améliorer la sexualité. Oui, ouais.
voyez, parce que Je suis en phase, oui. vous voyez, on va améliorer, si on n'a pas tout à fait les mêmes goûts, on va trouver des compromis assez facilement sur du quotidien. Sur la sexualité, c'est très très Ouais, compliqué. ça passe ou ça casse. La question, c'est quand même de savoir si aujourd'hui, dans votre vie sexuelle, vous êtes satisfaite. Pas totalement, non. Ah, pas totalement. Est-ce que vous savez ce Non. qui vous manque? La fréquence, et puis je pense une certaine ouverture, et puis le fait de mon partenaire plutôt plus d'initiative, et puis un peu plus d'orgasme clitoridien, etc., un petit peu plus de folie. Vous avez choisi un homme trop raisonnable. Je crois. Voyez. Alors oui, voilà, ça répond complètement à ce que vous étiez en train de dire. L'amour est là, il n'y a pas de souci. Mais oui, et en plus, c'est quand le sexuel ne va pas, ça génère des frustrations qui viennent se rajouter sur les choses du quotidien en plus. Donc, Du coup, ça rend le quotidien pas très bien. Mais moi, je crois qu'il y a une solution, Lola. Vous prenez un amant et puis c'est tout. Hein. Oui, ou vous venez tous les deux faire un stage sexe-panouir. Pourquoi pas, ouais, franchement. Oui, ça c'est à vous de voir si vous sentez qu'il y a du potentiel ou pas. Oui. Vous voyez. Oui. Et ça, bon, je pense que vous avez un peu d'expérience quand même. On sent si on a un partenaire qui a du potentiel ou pas. Parce que s'il y a du potentiel, il faut l'aider à débloquer les verrous. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est uniquement ça et un peu plus de pratique, de régularité, complètement. Quand je vois quand j'initie les événements, ça se passe. Mais c'est à vous d'être sans arrêt le moteur. Alors je précise que ces stages de Guillaume de Brébisson, vous pouvez bien sûr les retrouver sur universitédelamour.fr. Et le prochain, c'est du 9 au 13 octobre, au mois d'octobre, vous pourriez éventuellement... Pour entamer l'automne. Donc c'est des stages qu'on fait forcément en couple, on est bien d'accord. Oui, ce sont des stages de couple. Ces stages-là sont des stages de couple. Ce sont des stages de couple dans lesquels on va revoir à la fois la relation et la sexualité. Donc j'ai le sentiment qu'il est fait pour vous, celui-là. Ah, complètement. Ça peut être un vrai support. Oui, parce qu'il me semble que vous avez en tout cas de la sensualité, vous êtes à l'aise maintenant dans votre corps, dans votre sexualité, donc il n'y a pas de raison. Et puis je vais ajouter quelque chose, et ça je le crois sincèrement, c'est plus facile d'améliorer les qualités d'un amant que d'une maîtresse. Les hommes se décoincent quand même un peu mieux que les femmes. Ce qui ne veut pas dire que tous les hommes sont capables d'être de bons amants. Non, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Mais croyez-moi, Lola, si vous pensez qu'il peut se débloquer un peu, faites ce qu'il faut. D'accord, super. J'hésiterai pas, oui. Emmenez-le à la cave. Allez. Merci Lola, en tout cas, merci beaucoup. On vous a gardé un peu longtemps, mais c'était important de rappeler que la sexualité, c'est quand même parfois, puisqu'on va reparler dans cette deuxième heure peut-être de rencontres amoureuses, sexuelles pendant l'été, ça peut être le début d'une belle histoire. Ça arrive. C'est pas moi qui vous dirai le contraire. On est bien d'accord, je vois ce que vous voulez dire. Alors, petite devinette, qui répondrait à toutes ces qualités, la loyauté, la fidélité, la patience, l'écoute? Vous avez le temps des infos pour me trouver la réponse, Guillaume de Brébisson. Et puis, on vous attend évidemment sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Guillaume de Brébisson, sexothérapeute. Vous organisez des stages Sexpanouir. Vous préparez aussi certains thérapeutes à être plus à l'aise, justement. Et vous faites également des stages pour eux, pour qu'ils développent leur qualité de sexothérapeute. Voilà, tout ça, vous pouvez le retrouver sur votre site université-de-l'amour, en un seul mot, .fr, et vous retrouvez bien sûr tout ça sur sudradio.fr. D'abord, avant de donner la parole à Delphine, qui répondrait à toutes ces qualités, loyauté, fidélité, patience, écoute? Oui, moi j'ai une réponse, mais elle est peut-être pas très aimable.
Un chien? Eh oui, bah si, c'est la bonne réponse. Prenez un chien si vous voulez quelqu'un de loyal, de fidèle, de patient, qui vous écoute sans vous interrompre. Oui, prenez un chien, bien sûr. Bonjour Delphine. Bonjour Brigitte. Et oui, moi j'ai 2 chiens. Voilà. Donc vous confirmez, hein Ah oui, je confirme. Et en plus, moi je suis amoureuse de mes chiens et ils me le rendent bien. Bah, je suis bien d'accord. Je pense qu'ils trichent pas. Non mais pas, sincèrement Delphine, il n'y a que ceux qui ont déjà eu des chiens qui le savent, mais c'est un amour inconditionnel, il n'y a pas d'ambivalence. Après, ça a aussi des inconvénients, hein, c'est pas, je suis pas en train de, mais quand on aime les chiens, vivre avec un chien, c'est du bonheur, oui. Ah oui. Et je trouve qu'ils nous rendent bien. Et les gens qui ne comprennent pas, ils passent à côté d'une chose extraordinaire. L'amour des animaux, ça nous guérit sur plein de choses. Ça nous aide et ça nous fait aimer la nature. Ça nous fait aimer les autres aussi, je trouve. Oui, et puis ça a d'autres effets positifs. Par exemple, pour les personnes âgées, ça les fait rencontrer du monde parce elles sortent leurs chiens. Ça renforce notre système immunitaire. J'ai appris ça récemment sur le plan de la santé. C'est plus bénéfique que mauvais. Bon, certes, ils peuvent nous filer 2-3 petites saloperies, mais ça renforce notre système immunitaire, la présence d'un chien. Enfin, vous voyez, il y a des tas de qualités. Bon, et puis, comme vous dites, hein, ils sont... Enfin, c'est la rencontre de l'amour, ouais. Oui. Du vrai amour complet, quoi. Ah ouais. Et moi, je l'ai fait découvrir à mon époux. Il voulait pas d'animaux quand on s'est rencontrés et moi je ne peux pas vivre sans chien. Et à l'heure actuelle on a 2 chiens et 3 chats. Et puis maintenant il est comme moi quoi. Et peut-être pas aussi intense quoi, mais il découvre que déjà quand il m'a dit à ma retraite je veux prendre mon chien, je veux un chien qui me regarde comme Maya, ma chienne, j'ai une petite malinoise. Je veux un chien comme ça. Je veux qu'elle me regarde comme toi, elle te regarde. Parce que vous ne le regardez pas comme ça, Delphine? Non, c'est pas du tout pareil. Il est toujours stupéfait. C'est lui qui prépare les gamelles le soir, mais c'est toujours vers moi qu'ils viennent, les chiens. Donc des fois, ça le frustre. Mais moi, je les adore, quoi. J'adore marcher beaucoup avec mes chiens. Oui, bien sûr. En tout cas, pour passer de 0 animaux à 2 chiens et 3 chats, c'est que vous avez un mari qui vous aime. Ah oui, nous c'est vraiment le grand amour, même avec le temps. Et l'amour se transforme avec le temps. Oui, bien sûr. Il faut qu'il se transforme, sinon il s'éteint. Nous, on est toujours dans les projets et on est toujours autant amoureux malgré que le temps passe, quoi. Hein, ça a un effet sur notre corps, sur notre physique. Mais encore, là, j'ai coupé mes cheveux hier. Il voulait pas que je coupe mes cheveux. Et puis, en fin de compte, il dit non, je t'aime toujours, même avec tes cheveux courts. Bon, j'ai l'impression que vous en faites un peu ce que vous voulez de votre mari. On dirait, oui. Je suis au petit soin quand même pour lui. Je crois que c'est un échange, c'est un partage, Brigitte. Oui. Il fait des choses et moi je lui fais des choses, des trucs banals quoi. C'est un commercial, donc il est souvent sur la route. Moi je lui achète toujours ces petites bouteilles d'eau pétillantes, aromatisées, pour essayer chewing-gum, parce que je sais qu'il aime bien. Avant de partir, il a toujours sa petite bouteille d'eau fraîche. C'est des petites attentions en fait. Mais vous avez raison, les petites attentions ont autant d'importance que les grandes choses qu'on fait moins souvent. Mais la petite attention de penser tout le temps au petit truc qui est important pour l'autre, c'est des preuves d'amour, bien sûr. Ça crée un confort de relation qui donne envie de poursuivre, tout simplement. Malgré que on vieillit et que on se dit c'est encore une aventure. On continue ensemble et on a encore des projets avec le temps qui passe. Et alors vous vouliez nous parler de quoi? Parce qu'on parle de chiens, on parle de petites attentions, on parle de votre mari. Alors on parle de l'été qui est là. Oui. Moi j'habite en Provence, mais je suis native du Nord et mon mari est natif du Sud. Donc quand je l'ai rencontré, je l'ai rencontré dans le Nord et puis il m'a fait découvrir le Sud, donc nos premières vacances. Et il habitait à Saucé-les-Pins, donc c'est à côté de Carry-le-Rouet, c'est sur la côte bleue, à côté de Marseille. D'accord, oui. Et alors moi, arrivé là-bas, quand j'ai vu la couleur de l'eau... Du ciel aussi, parce que dans le Nord, il est souvent gris, le ciel. Voilà. Et puis bas.
bas et l'humidité, je me dis mais les gens ici ils peuvent pas faire de la dépression, c'est pas possible. Les gens qui vivent dans le sud, ils ont une qualité de vie. Et puis moi c'était féerique quoi. Je rencontrais un homme charmant qui me plaisait énormément physiquement. En plus elle avait un accent, son accent marseillais que j'adore quoi. Moi j'étais complètement sous le charme. Et l'été c'est encore mieux. Donc c'était l'amour c'était un amour qui commençait, mais on n'a pas vécu ensemble tout de suite, donc on savait pas si ça allait continuer. Mais notre premier été a été féerique. D'accord. Et vous avez donc découvert que finalement c'était peut-être mieux d'aller habiter dans le sud que ce qu'ils viennent habiter dans le nord. Hein. Oui, là vous l'avez pas fait venir chez vous. Écoutez, j'aurais bien aimé, mais ils voulaient pas. Et c'est vrai qu'on a une qualité de vie dans le sud. Moi, je retournerai plus dans le nord, quoi. Pourtant, j'ai mes parents, j'ai mes filles aînées, j'ai ma famille, donc ils viennent en vacances et je vais régulièrement dans le nord. Mais quand j'y suis allée en mars et au mois de mai, le climat, c'était une catastrophe. Donc c'est vrai que puis je vis à la campagne, donc la campagne en Provence, là j'ai les cigales jusque 22h. Enfin, moi j'adore quoi. J'adore. C'est vraiment. J'ai rencontré l'homme de ma vie et il m'a offert une très belle vie. Voilà. Alors ça n'a pas été ça parce que quand j'étais jeune, j'ai eu une première union où j'ai pas été heureuse comme je le souhaitais ou comme je le rêvais en fait. L'union que je rêvais, c'était pas. Et quand j'étais malheureuse et je me disais mais j'espère qu'un jour je rencontrerai celui que je rêve, dont je rêve. Il n'y a pas toutes les qualités mais il a tellement de qualités que j'aime et que même ses défauts, je les aime aussi. Malgré que quelquefois ça m'agace. Bah oui, mais bon, ça, de toute façon, on a tous des défauts. Mais vous êtes ensemble depuis combien de temps ? Ça fait 17 ans. Ah bah oui, donc ça va, vous avez passé les caps 17 ans, oui, vous êtes un couple qui a trouvé ses marques et qui fonctionne bien et vous avez des points communs, des projets communs, donc moi je suis pas du tout, oui, puis vous le dites bien, hein, il vous apporte à la fois la vie que vous aviez envie de vivre et puis il est le bon compagnon, même si bien sûr il a des défauts, mais ça, qui n'en a pas ? C'est vrai qu'on s'est bien trouvé, malgré que c'était le hasard qui a fait les choses. Notre rencontre, elle a été vraiment le hasard, malgré que je me dis peut-être que je vais rencontrer personne. Alors, je me voyais déjà finir avec mes enfants sans rencontrer, sans aimer quelqu'un d'autre, quoi, que mes enfants. Et je l'ai rencontré. Et comment ça se passe sexuellement alors ? Alors ça a été aussi une découverte parce que sur le plan sexuel, ça a été vraiment un coup de foudre et puis une découverte pour moi parce que je me suis sentie, pour la première fois, j'avais 34 ans à l'époque, je me suis sentie femme avec lui en fait. Oui, mais ça c'est une belle phrase et une belle... ça dit tout. Hein. On voit bien par rapport au témoignage précédent que la sexualité est vraiment essentielle pour faire durer le couple, même s'il faut aussi rencontrer la bonne personne comme vous avez eu la chance de le faire. Oui, et c'est pour ça que des fois je me dis j'ai eu une bonne étoile ce jour-là quand je l'ai rencontré, parce que c'est pas toujours évident de trouver quelqu'un avec qui on est bien physiquement, sexuellement et après pour le reste quoi, sur le quotidien. Je veux dire, oui, moi, dès qu'il me touche, j'ai envie de lui, quoi, en fait. Non, mais Delphine, d'abord, vous avez su le reconnaître parce que des gens, on en rencontre tous les jours et puis de temps en temps, il y a forcément quelqu'un qui pourrait nous aller bien et on le voit pas toujours parce qu'on n'est pas toujours prête non plus à rencontrer quelqu'un. Il y a ça. Et puis ensuite, vous avez trouvé un terrain d'entente. Vous avez certainement fait les compromis qu'il fallait faire et vous avez aussi votre part de responsabilité dans cette histoire. Soit ne sous-estimez pas ne sous-estimez pas tout ce que vous avez mis en place pour que cette histoire soit là et qu'elle dure. C'est important. En plus de ça, vous aviez l'expérience d'une première union, donc probablement que vous avez su faire. Ah oui, il y a des choses que je voulais plus du tout accepter vis-à-vis d'un homme.
Et ça, je lui avais dit que je pouvais, moi, mon ex-mari, il partait boire un verre le soir, il revenait 2 jours après. Et ça, je dis ça, je peux plus le tolérer, quoi. Ça, j'y arrive plus, quoi. C'est déjà, vous savez, Delphine, quand on sait déjà ce qu'on ne veut plus, c'est qu'on a bien avancé dans sa vie. Merci en tout cas, merci beaucoup de ce témoignage. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant toujours avec vous, Guillaume de Brébisson, et vous au 0826 300 300. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Guillaume de Brébisson est avec nous. Vous avez envie de nous raconter votre amour d'été. Vous nous appelez au 0826 300 300. Et Bernard, c'est ce que vous avez fait. Bonjour Bernard. Bravo Brigitte, oui, effectivement, oui. Quel beau souvenir. Eh bien, faites-nous en profiter. Oui. On parle déjà du mois d'août, mais de l'an dernier. L'année dernière, d'accord. Oui, voilà. Sur un fonctionnement entre garçons, on fait un road trip sur une thématique vraiment très masculine, circuit, discothèque. D'accord. Mais alors, quand vous dites road trip, c'est quoi? C'est en moto? C'était automobile. En voiture, d'accord. Ouais. D'accord. Pour avoir un esprit du contre-pied de l'univers qu'on ne connaît pas, là, en l'occurrence, on prenait des hébergements dans des univers de terrain de golf. Ah oui. Il faut pas savoir que sur les automobiles, généralement, les terrains de golf internationaux sont généralement en périphérie. Donc on s'est dit, on va prendre des hôtels dans ce univers. C'est des beaux endroits, les terrains de golf. Oui, je m'étais dit, il y a peut-être des bourgeois à rencontrer éventuellement. Bravo Bernard, belle mentalité. Je vous remercie de ce compliment. Sauf que là, ça n'a pas abouti. Malheureusement, le profil du French Lover dans ces contrées-là a plus la bonne image et c'était un peu compliqué. C'était un peu compliqué. En tant que Français, dans ces endroits-là, c'était très anglophone et l'image du Français était plutôt négative. Et donc ça n'a pas pu me permettre de faire des rencontres plutôt sympathiques. Et c'était pas sur le sujet, en fait. D'accord, donc vous étiez un petit peu... vous restiez entre hommes, quoi, si je comprends bien. Ouais, donc sauf que c'est pas humainement pas possible. donc c'est fini que passer la frontière côté Marbella, donc l'Espagne, à ce moment-là, on va en discothèque. Ouais. En discothèque, puis moi qui suis un grand naïf et puis qui commence à vraiment beaucoup sorti dans ce univers-là, rapidement je me dis que dans cette discothèque-là, les filles sont plutôt agréables, sont surtout pas frileuses. Moins bourgeoise, oui. Oui, complètement pas. C'est le côté frileux qui m'a paru surprenant. Et puis, en fait, c'était une discothèque où ça ne faisait pas que discothèque. D'accord, c'était un club libertin. Non, parce qu'en fait, il y a des chambres à l'étage, mais sur rémunération. D'accord, c'était un lieu de passe. Voilà. Enfin, plus ou moins, une maison de passe en Espagne. Pour couple, oui, d'accord. Oui. Sauf qu'en fait, c'est vraiment une discothèque traditionnelle à la base, mais on a la possibilité de... Faites pas trop l'innocent, Bernard. Lui cherchait un golf, lui. Il n'était pas au courant. Voilà, non, c'est ça. Et pour le coup, c'est vrai qu'effectivement, quand on arrive à monter à l'étage, qu'elle me dit, il faut prendre une chambre. J'ai une chambre de quoi? J'ai attends, tu vas me raconter un peu ta vie, si tu veux. Je vais faire un petit massage tout ce genre, mais... Et après, je suis rentré dans le système quand même. Je dis, voilà, on est là pour là. Hein. Et ça s'est un peu inversé, en fait, de mon comportement comme ça, justement, un peu très naïf et très cash. Une dame s'est trouvée un petit peu... Mais donc, attendez, vous dans la boîte de nuit, le club, il y a une femme qui vous drague ou c'est vous qui l'avez draguée? En fait, ça a duré 2 minutes. Je rentre, je fais le tour parce que j'adore en plus tout ce qui est les décos, l'architecture, tout ça. C'est des univers, en l'occurrence dans une boîte. Et puis j'ai travaillé un peu dans des nuits avant. Elle vient me voir, elle dit tiens, tu fais quoi? Je dis à ton avis, dans une boîte, je viens faire quoi? Je viens là aussi, puis boire un verre. Un peu comme ça, un peu. Donc c'est elle qui vous accoste, donc. Voilà, c'est ça, directement. Et pour lui, c'était pas physiquement trop mon style non plus, mais c'est vrai qu'en fait, j'ai dit ça comme ça, dans aussi une démarche un peu de provocation gratuite, alors que j'avais pas calé sur le coup. Et donc, elle vous emmène à l'étage et elle vous dit, il faut prendre une chambre. C'est ça. D'accord. Et vous êtes, je peux comprendre que après quelques terrains de golf, on est prêt à trouver un trou où on peut mettre sa balle.
Disons que c'était sans grande ambition parce que le concept m'a un peu refroidi. Je veux dire, c'est dit. Alors après, je lui dis écoute, comme ça, si tant qu'à prendre une chambre, on va dans la prendre derrière. Enfin, oui, un peu le. Et puis, disons, c'est obligé. J'ai dit, écoute, oui, j'ai compris, je suis obligé. C'est pas, je suis pas à 50 €. Voilà, c'est bien, y a pas de souci. Voilà. Donc la démarche a été faite dans ce sens-là, ouais. Bon, donc vous rentrez dans la chambre avec elle et vous faites l'amour. Et ensuite? Non. Non? Eh ben non, sauf que là, je dis, tiens, je te trouve agréable, comment ça se passe tout ça, puis je commence à la prendre dans mes bras, à être un peu tendre et câlin, puis là, je vois qu'elle me demande ce que je fais dans ma vie, tout ça, et puis je dis, toi, c'est pas ça qui compte, toi, parle-moi un peu de toi, j'ai envie de te connaître. Puis là, je l'ai un petit peu, je pense, un peu perdu, et puis on a discuté un moment. Elle m'a dit, tu sais, en fait, mon prénom que je t'ai dit en bas, c'est pas ça, mon vrai prénom, c'est ça. J'ai pris ça un peu comme un gage de confiance. Et puis, elle me dit, tu sais, je pourrais prendre ton téléphone après. Je lui dis, après quoi? Je me dis, on n'a pas fait l'amour, on a fait du câlin préliminaire. Plus, voilà. D'accord. Ce qui m'allait très bien, hein, pas de souci là-dessus. Et puis, en repartant, je vais repartir pour continuer parce qu'on est très dynamique, on n'est pas très stable. Et en fait, je me suis retrouvé dans le fumoir avec elle, alors que je fume pas. Et puis mon copain me dit, on s'en va. Je dis, écoute, non, là, je discute un peu avec madame. Et puis, elle a un peu ouvert son cœur à me dire que ce qu'elle faisait, c'était ça, mais qu'elle était aussi, elle avait le droit d'avoir des sentiments, et puis que elle avait l'impression d'avoir un coup de cœur, etc. Et puis, j'ai dit, si c'est ça, viens manger avec nous. Et puis, elle m'a expliqué qu'elle pouvait pas. Et puis, depuis, on est en contact tous les 2 jours, à peu près, depuis le mois d'août, le mois dernier. D'accord. Vous êtes donc, on a compris ce qu'elle faisait, évidemment. Oui, vous êtes en contact depuis le mois d'août dernier, donc ça fait presque un an. Mais est-ce que depuis, vous vous êtes revus, vous avez fait l'amour ou pas? Ah non, c'est pas oui, parce que moi je suis complètement dans le nord de la France, elle est complètement dans le sud de l'Espagne. D'accord. Donc vous entretenez c'est incroyable ce que vous racontez. Donc vous entretenez un lien téléphonique, vous parlez, il se crée quand même, j'imagine, des sentiments entre vous. Oui, alors on se parle, on s'envoie des photos ou des vidéos du quotidien. Oui. Et puis après, j'ai respecté une espèce de routine, c'est la norme, hein, l'écart de la culture, l'écart des climats, l'écart des horaires. Hein, je travaille une journée maintenant. Donc, c'est une relation platonique. C'est une relation platonique qui dure, c'est ça? Sur ce sujet-là, oui, c'est vrai que c'est. J'ai pas de sentiment amoureux pour elle, hein, mais je suis quelqu'un qui adore l'être humain. Et c'est vrai que je trouve que c'est très touchant. Qu'on ait une continuité comme ça, de spontanéité. Elle vous émeut visiblement, oui. Mais vous en êtes. Alors encore une fois, vous n'êtes pas obligé de me répondre, hein, mais vous en attendriez quoi de cette relation? J'ai pas fait du tout cette réflexion. En fait, je pense ce qui vient. Je projette rien. En plus, j'ai fait ma vie de couple, j'ai eu des enfants. Même si je rencontre un vrai amour, je ne projetterai pas plus grand chose non plus. Donc, c'est pas mon état d'esprit de projeter, en fait, déjà. Par contre, ça qu'elle me demande souvent. Mais vous avez l'impression qu'elle a des sentiments pour vous, qu'elle attend quelque chose? Je n'ai pas une idée sur ça déjà de base. Je suis hyper méfiant depuis mes séparations il y a 5 ans. Je suis surpris, c'est sûr que ça paraît un peu, puis même après, même sur le côté vénal, je veux dire, à un moment donné, je me dis, c'est quand même pas possible que je continue à discuter avec moi parce que j'ai essayé 50 balles il y a 1 an, quoi, oui, en disant les choses chaudement. Je pense que ça, c'est pas le cas. Hein, mais non, mais bien sûr qu'il y a quelque chose qui... Non, mais ce que je trouve intéressant, Bernard, encore une fois, vous ferez ce que vous voulez, mais ce qui serait intéressant, c'est de voir ce qu'elle pourrait attendre de vous pour pas qu'elle soit déçue si ça ne vient pas. Et puis peut-être que si elle attend quelque chose et que vous êtes prêt peut-être à pourquoi pas à lui donner. Enfin, vous voyez, je pense que quelque part là, vous faites un petit peu l'autruche. Vous nous avez dit que vous l'aimiez pas. Peut-être que vous l'aimez pas, mais d'abord c'est pas sûr parce que c'est pas tellement ce qui transparaît dans vos paroles. Mais elle a probablement plus de sentiments que vous ne croyez qu'elle en a. Parce que peut-être que ça vaut le coup de vous revoir une semaine, soit vous la faites venir, soit vous retournez là-bas. Enfin, vous voyez, parce que c'est pas du tout anodin
que depuis le mois d'août, vous continuiez tous les deux à échanger. C'est pas du tout anodin. Il y a quelque chose d'autre que simplement le fait qu'on est des êtres humains et qu'on maintient et qu'on se comporte bien parce qu'on est des êtres humains. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je comprends bien. C'est vrai que sur le fait qu'on a évoqué ça cette semaine, justement, comme ça, cette semaine, le fait qu'elle vienne chez moi, parce que j'ai le sentiment qu'elle me fait confiance sur ce que je montre, etc., de mon environnement et de mon côté célibataire. Elle était en gêne du fait de me dire qu'elle avait sa fille, et de venir et sa fille et parler de ça, c'était délicat. Dans un premier temps, faites-la venir toute seule et puis voyez bien qu'est-ce qu'elle attend, etc. En même temps, méfiez-vous quand même. Je ne veux pas non plus qu'elle vous mette le grappin dessus si vous n'en avez pas envie. Mais je pense qu'il y a quand même quelque chose à comprendre dans cette histoire, me semble-t-il. D'autant que approfondir et l'éclaircir un peu. Ouais. D'autant plus que vous avez eu envie de nous en parler et qu'à partir du moment où vous avez envie de nous en parler, c'est que c'est pas anodin pour vous non plus. C'est toujours la même histoire. C'est exact. Ben oui. Et réfléchissez-y, et puis vous verrez bien ce que vous en faites, évidemment. Merci Bernard, en tout cas, merci beaucoup. Comme quoi, les rencontres l'été, c'est pas rien. Alors, on se retrouve pour le Love Conseil. Je vais vous parler des sources de conflits pour que vous évitiez de vous fâcher cet été. Et puis, nous allons parler de blessures émotionnelles aussi avec Jeanne Sio Fachin qui nous rejoint. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, Guillaume de Brébisson, nous allons parler des sources de conflits. Vivre à deux, mais sans se disputer, c'est pratiquement mission impossible. D'ailleurs, c'est pas si mal les disputes parce que ça permet de remettre les choses à plat. En revanche, il y a quand même des points où si on ne réussit pas à se mettre d'accord, ou en tout cas à négocier, qui peuvent devenir source de conflits, et parfois des conflits qui prennent beaucoup de temps, voire qui sont impossibles à résoudre. Et je vous propose de passer ces différents aspects en revue. Alors d'abord, il y a ce qu'on appelle les tâches ménagères, parce que ça, c'est le prix à payer de la vie quotidienne à deux. Et donc, autant le savoir sur ce qui paraît anecdotique, mais qui peut pourrir la relation. On a tous, dans la vie quotidienne, des trucs qu'on supporte pas ou qu'on n'aime pas faire. Et c'est bien que ça puisse se négocier, que ça puisse se dire à un moment donné, avant que ça tombe en conflit répétitif. À condition de rester raisonnable, parce que moi je me souviens avoir entendu parler de conflits homériques avec départ du monsieur, claquage de porte, etc. Parce que madame trouvait que les petites cuillères devaient être mises dans le lave-vaisselle. La tête en bas et pas la tête en haut ou l'inverse. Oui, mais là ça cache autre chose. Ça cache autre chose. Mais en même temps, quoi que ça cache, si ce monsieur aime que les petites cuillères aient la tête en bas ou la tête en haut, je ne sais pas, après tout, qu'il le dise, et puis je pense que madame sera tout à fait d'accord pour mettre les petites cuillères de cette manière-là. Elle n'était pas d'accord. Elle n'était pas d'accord, oui, non mais alors attendez, si on se dispute sur des petites cuillères, excusez-moi, ça cache quand même autre chose, vous êtes d'accord? Oui, ça cachait autre chose, on est bien d'accord. Et ça cachait quoi alors? L'histoire, c'est que cette femme que j'ai rencontrée, puisque c'est un couple que j'ai eu en thérapie, avait vécu une enfance dans laquelle son père avait d'abord quitté sa mère, puis finalement il était revenu soi-disant pour sa petite fille, ce qui fait qu'il lui s'est porté la responsabilité. Et puis, étant revenu à la maison, il a passé sa vie à humilier sa mère, et notamment sur les tâches ménagères, justement, en disant que c'était pas bien fait, que c'était la bonne ici, que je sais pas quoi. D'accord, oui. Et elle, devenue grande, ne supportait plus que la moindre anicroche par rapport aux tâches ménagères, parce qu'elle se sentait jugée et elle imaginait que c'était un manque de respect. En travaillant un peu, elle aurait pu... C'est ce qui s'est passé, ça s'est amélioré. J'imagine, j'espère pour elle. Alors ensuite, il y a la vie professionnelle, et c'est vrai que notamment si l'un des deux travaille au domicile conjugal, c'est important de bien clarifier les choses. Où est-ce qu'on travaille, où est-ce qu'on ne travaille pas, à partir de quelle heure on ne travaille plus, travailler trop, être trop absent, tout ça, ça peut être source de conflits répétitifs, attention. D'autant qu'il peut y avoir, quand on fait le même métier, des rivalités professionnelles qui peuvent être très dangereuses pour le couple. Et puis il y a le partage de l'espace aussi. Quand on télétravaille, oui, absolument, particulièrement dans les grandes villes,
il y a vraiment une complexité à trouver chacun sa place et à ce que cette place soit bien une place de travail et pas en même temps la chambre à coucher ou le salon. Voilà, ou le salon. Donc ça, c'est un problème qui est parfois très complexe. On l'a vu avec le confinement. Donc voilà, source de conflit. Il faut donc en parler en amont. L'éducation des enfants, évidemment, surtout quand il y a des différences de culture qui peuvent parfois apporter beaucoup de divergences sur la manière d'éduquer l'enfant. L'éducation des enfants, non seulement c'est toujours un problème, mais évidemment, vous vous doutez bien que dans les familles recomposées, ça l'est peut-être encore plus. C'est terrible. Donc effectivement, là aussi, il y a besoin de beaucoup de dialogue et d'essayer de voir pourquoi on est si attaché à telle ou telle manière d'éduquer les enfants. Là encore, qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce que ça signifie de notre propre conditionnement? Qu'est-ce qui est en lien avec notre histoire, etc., etc. Évidemment. La belle famille, belle famille, c'est pareil. On est d'accord, c'est pareil. Alors, l'argent aussi peut être une source de conflit important parce que quand les dépenses budgétaires ne sont pas partagées, ça peut provoquer des rancœurs tenaces. Je pense par exemple à quelqu'un qui va s'acheter une super moto avec l'argent du ménage alors que l'autre n'aime pas faire de la moto. Enfin, je prends cet exemple-là, mais je pourrais en prendre beaucoup d'autres. Donc l'argent, c'est aussi une grande source de conflit quand c'est pas clair entre les deux. Alors l'argent, c'est pareil, ça cache toujours autre chose. Moi, je me souviens avoir suivi un couple dans lequel un des deux tirait sur un des comptes qui était un compte d'épargne pour payer des jeux sur ordinateur, des trucs genre poker ou je sais pas quoi. Et donc là, il a fait des dettes. Enfin, à un moment donné, c'est devenu trop gros pour le ménage et ils ont fini par se séparer à la suite de ça. Et là, le problème, c'est vraiment le mensonge. C'est pas seulement l'argent, mais en plus, il a mis son ménage en danger. Oui, mais il a menti parce qu'il n'assumait pas son addiction. Hein. Il y a un problème de peut-être quelque chose d'un peu infantile dans tout ça. Et puis dernier point évidemment, c'est la sexualité. Ça doit se parler quand même si ça va bien d'ailleurs, mais ça doit se parler. On doit pouvoir communiquer dessus. Alors, on va parler de guérison émotionnelle. Très souvent dans cette émission, Guillaume de Brémison, on parle des blessures émotionnelles. Et c'est vrai que ne pas connaître, ne pas comprendre ces émotions, c'est source de tristesse, de malheur. Et puis c'est aussi un grand handicap à l'amour. Et on parle de guérison émotionnelle avec Jeanne Siau-Fachin qui est avec nous et qui a sorti ce livre aux éditions Odile Jacob. Bonjour Jeanne. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes psychologue, psychothérapeute et vous avez donc sorti ce livre, La guérison émotionnelle, que j'ai trouvé tout à fait intéressant. Et guérir c'est un processus, hein. Vous insistez beaucoup sur ce point. Oui, guérir c'est un processus, c'est un chemin, c'est dans le fond assez loin des propositions et des injonctions du développement personnel à outrance où on pourrait avoir comme ça voilà, une espèce de recette un peu magique, on tourne 3 fois dans un sens et 2 fois dans l'autre. Donc on est tous blessés, hein, vous le redisiez là dans votre échange, on a tous des blessures, on a tous ce que moi j'ai appris comme habitude d'appeler des psychiatrices. On est tous marqués par ces psychiatrices qui sont héritées de l'ensemble de notre vie, hein, pas forcément uniquement de l'enfance d'ailleurs, même si celles-là sont parfois beaucoup plus profondes et beaucoup plus douloureuses à bas bruit parce que on a oublié la blessure initiale, mais on est souvent guidé par nos blessures et comme vous le disiez là dans votre échange autour du couple, on va s'agiter autour de petites cuillères à l'endroit ou à l'envers, alors que dans le fond ça vient toucher quelque chose d'une blessure peut-être de non-reconnaissance, de sentiment d'être rejeté, que notre parole n'est pas entendue, qu'on passe toujours après les autres, qu'on ne nous écoute pas, qu'on ne nous a jamais écoutés. Enfin, on pourrait décliner comme ça un chapelet de blessures à l'infini quasiment, parce que les blessures peuvent être de toutes sortes et vraiment la guérison émotionnelle, c'est cette possibilité déjà d'accepter que nous sommes tous construits
Qu'on est avec tous avec tout ce matériau. Oui, qu'on est tous un peu blessés. Vous dites une chose que je trouve tout à fait juste et qu'on n'entend peut-être pas assez souvent. Vous dites que la souffrance, elle provient souvent d'une élaboration cognitive de notre mental, et que on la confond peut-être trop souvent avec la douleur, parce que pour guérir, il faut d'abord libérer la douleur, mais très souvent on entretient, si je puis dire, la souffrance par notre mental. Oui, très justement. C'est-à-dire qu'une émotion, ça dure environ, alors évidemment, c'est évidemment plus complexe que ce que je dis, mais une émotion, ça dure 90 secondes. Entre le moment où l'émotion émerge, par exemple une peur, une immense tristesse, un gros chagrin, enfin peu importe, une colère, l'émotion dure 90 secondes. Donc elle émerge, elle a son point culminant et elle retombe. Sauf que notre mental va prendre le relais et va commenter tout ça. Et va le mettre en perspective, etc. Et la souffrance elle-même, ça peut durer la vie entière. C'est pour ça que la guérison émotionnelle, elle passe d'abord par un retour au corps, qui est vraiment notre ressenti. Sacré. Oui, absolument. Oui. Et nos ressentis qui eux ne parlent que de nous, bien sûr. Alors vous dites, vous parlez de ces 4 piliers, donc c'est CAP, C-A-P-E, parce que c'est consoler, abandonner, pardonner, espérer. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu concrètement ce que ça signifie donc ? Oui, et comme vous le disiez en intro, c'est un processus et effectivement, en fait, c'est un chemin qu'on emprunte, et ces quatre piliers qui effectivement forment cet acronyme de CAP, qui est plutôt sympathique, parce que une cape, c'est un peu comme la cape de Batman. À la fois, ça nous protège, pour guérir, il faut enlever sa cape. Oui, et puis à l'extérieur, ça donne de la puissance, la cape de Batman, par exemple. Donc il y a cette double proposition. Et donc oui, consoler, c'est vraiment la première étape. C'est-à-dire que tant qu'on a ce cœur à vivre, tant qu'on reste avec cette blessure ouverte, on a besoin de tendresse, on a besoin d'être consolé, on a besoin d'être apaisé. Et ça passe par des tas de possibilités que l'on peut expérimenter avec nos émotions, avec notre corps, avec notre souffle, avec notre respiration, avec des images. On a tous, et c'est ça la magie quand le corps et les neurosciences se rencontrent. Oui, il me semble que consoler, c'est accepter de prendre soin de soi, déjà. Oui, bien sûr. C'est accepter qu'on est tous un peu cet enfant qui a peur et qu'on a tous des blessures en nous et qu'on a besoin de cette consolation fondamentale. Là, tout de suite, on peut évoquer chacun de nous un endroit, une image qui nous fait du bien, et notre cerveau va se reconnecter et se resynchroniser, et immédiatement on a une sensation de bien-être. Et donc ce sont des petites choses comme ça qui vont nous permettre d'adoucir encore nos cœurs abîmés, nos cœurs blessés. Donc ça, c'est la première étape de la CAP, le C de consolation. Et puis, alors ensuite, il y a abandonner, que vous comparez un peu avec accepter, il me semble, si je me souviens bien. Mais c'est-à-dire que ça flirte, c'est ces deux notions qui flirtent, parce que abandonner, c'est lâcher. C'est-à-dire c'est lâcher le mental, c'est vraiment se laisser aller à qui nous sommes profondément. Et c'est là que ça rejoint accepter. C'est toujours compliqué parce qu'on a vite tendance à parler de lâcher prise avec cette notion qu'on capte pas très bien dans le fond, qui veut pas dire grand-chose. Mais abandonner, c'est ok, c'est laisser tomber les masques, laisser tomber les faux semblants, laisser tomber tout ce cinéma qu'on met tous en place. Son désir de contrôle, il faut l'abandonner. Son besoin de contrôle, il faut l'abandonner, bien sûr, oui. Oui, son besoin de contrôle, son besoin de maîtrise, son besoin de savoir. Mais tout ça, c'est parce qu'on a peur. Moi, ce qui me frappe en consultation depuis 30 ans, c'est que dans le fond, on a tous peur. Mais c'est normal d'avoir peur, sauf que quand nos peurs reposent sur des croyances, il faut à un moment donné lâcher, abandonner nos croyances, et rencontrer la peur pour voir si elle est justifiée ou si au contraire elle a aucune raison d'être, et à ce moment-là on l'abandonne. On va continuer avec vous, Jeanne Sio-Fachin, sur justement pardonner et espérer dans un instant. Restez avec nous et puis peut-être que vous pourrez mieux comprendre de quoi on parle quand on parle de guérison émotionnelle. On se retrouve tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
Et Guillaume de Brébizon est avec nous. Je rappelle que vous pouvez vous inscrire à ces stages S'expanouir. Vous allez sur le site universitédelamour.fr. Et nous parlons de guérison émotionnelle à l'occasion de ce livre sorti aux éditions Odile Jacob avec Jeanne Siofachin qui en est l'auteur. On a parlé donc de consoler, d'abandonner et ensuite pour guérir émotionnellement, il faut pardonner. Alors pardonner, ça aussi c'est un mot qui veut dire... Quel grand mot. Oui, ben oui. Quel grand mot, mais en même temps, tant qu'on ressent du ressentiment pour des tas de choses, hein, pour la vie qu'on a eue, pour notre enfance, pour notre famille, pour nos parents, pour des personnes qui nous ont blessés, on a tout ça dans le cœur, hein, bien sûr tous. Mais tant qu'on reste avec ce ressentiment, on reste un peu comme hameçonné, comme le poisson au bout de la ligne. On peut pas retrouver notre liberté. Alors pardonner, sont vraiment des étapes subtiles et c'est pas. Mais ça veut pas dire oublier quoi. C'est toujours c'est pardonner à ses parents, c'est pardonner à soi, c'est pardonner quoi à qui finalement que vous nous conseillez. C'est-à-dire de pardonner et aux autres et à soi-même, pardonner de nos propres défaillances, de nos propres doutes, de nos propres erreurs, de nos propres inconsciences, peu importe. C'est-à-dire c'est ouvrir cette possibilité de retrouver une liberté. Et comme le disait à l'instant Brigitte, c'est pas du tout oublier et encore moins se résigner. Ça veut dire ok. J'ai souffert, tu m'as fait souffrir et j'ai traversé ce moment qui a été douloureux et je suis en colère et je ne suis pas d'accord. Mais je peux aussi me permettre de prendre une autre voie d'ouverture pour ne pas rester prisonnier de ma douleur. C'est comme ce titre incroyable de cet homme qui a perdu sa femme et son enfant dans les attentats du Bataclan. Oui. Et voilà, vous n'aurez pas ma haine. Parce que finalement, non mais je crois, Jeanne, je crois qu'il est vraiment important et peut-être que ça va aider ceux qui nous écoutent parce que c'est vrai que le terme pardonner est difficile parce qu'on on a toujours l'impression qu'il faut pardonner même les choses les plus horribles qu'on nous ait faites. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut pas rester dans le ressentiment, dans la colère, dans l'envie de se venger, dans toutes ces émotions qui nous empêchent ensuite d'espérer et de se rouvrir à la vie, quoi. Oui, c'est-à-dire que ça occupe un espace immense à l'intérieur de nous et donc effectivement, on n'a plus cette liberté, cet espace intérieur pour s'ouvrir, pour espérer avec cette incroyable notion d'espérance et c'est dans le fond considérer que on peut toujours mais on peut aussi s'attendre au meilleur et que la vie est porteuse de beaucoup de possibilités à partir du moment où on a nos cœurs beaucoup plus lavés d'une certaine façon, qu'on est beaucoup plus libre et qu'on n'est plus prisonnier inconsciemment le plus souvent de nos blessures qui nous font agir sans même qu'on ait cette conscience qu'on est agi par nos blessures. Donc l'espérance, c'est vraiment une forme d'élan vital, d'énergie vitale. Oui, mais à mon avis, il faudrait trouver un autre mot que pardonner, parce que je vois, j'ai l'habitude de voir à quel point les gens bloquent sur ce terme, comme si le pardon laisse toujours un petit peu entendre qu'on est coupable de quelque chose d'une certaine manière, je trouve. Oui, alors que. Oui, mais je suis d'accord avec vous, Jeanne Siofachin, mais je sais que les gens bloquent toujours un peu sur ce terme. Et alors après, une fois qu'on a consolé, abandonné, pardonné, on peut espérer. Et ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Oui, on peut espérer, mais vraiment avec cette notion vivante, d'être de se dire waouh, quand même, la vie nous offre mille et une autres possibilités, qu'on peut se dégager de toute cette peine qui pèse au fond de nous et dont on n'a parfois pas vraiment conscience et s'ouvrir à mille autres possibilités que nous offre la vie et espérer, c'est pouvoir se sentir vivant et se sentir à sa place et s'accepter comme nous sommes. C'est pas se projeter, espérer. C'est cette notion de, enfin pour moi, dans mon imaginaire en tout cas et de mon expérience, c'est retrouver cette espèce de pétillance à l'intérieur de soi, de se ressentir pétiller. Oui, c'est ça, c'est vraiment l'élan vital.
Oui, c'est être à nouveau ouvert à la vie, quoi. Sinon, on reste accroché à un passé douloureux et qui nous empêche évidemment de trouver autre chose. En tout cas, vous donnez beaucoup de conseils pratiques aussi dans cet ouvrage. Et il y a quelque chose que j'aime bien, que je propose d'ailleurs souvent, c'est de regarder des photos. Et c'est vrai que c'est important, je trouve. Oui, et ce livre, d'une certaine façon, je l'ai construit un peu comme quand je suis en thérapie avec mes patients qu'on chemine, c'est-à-dire je vais montrer des images, je vais faire écouter des musiques, je vais proposer à mon patient de vivre une expérience sensorielle, de ressentir, de se reconnecter avec des moments qui ont été douloureux d'ailleurs, pour traverser ces moments de douleur et pas les accumuler dans un petit coin de soi, ou à l'inverse, de se connecter à quelque chose qui nous a de se nettoyer en quelque sorte. Oui, on dirait une forme de nettoyage. Et c'est pour ça que j'ai... Pardon. Non, je vous en prie. Je disais, on dirait une forme de nettoyage, de retour à la vie progressif. On dirait que c'est ça que vous nous décrivez. En tout cas, merci pour ce terme, parce que c'est vraiment mon intention. C'est vraiment mon intention avec ce livre. Et c'est pour ça que dans ce livre, il y a 60 QR codes qui renvoient à des images, des photos, des expériences, un fou rire pour ressentir la contagion émotionnelle, à des musiques, à des propositions d'exercices, à des méditations, à des visualisations qui sont à chaque fois, à chaque pas, articulées avec le thème proposé pour que ça reste pas uniquement dans le mental et dans essayer de comprendre comment parvenir à cette guérison émotionnelle uniquement en réfléchissant ou en trouvant des issues avec la tête, mais tout faire repasser par le corps, parce que tout passe par le corps. Nous sommes totalement corps et âme. On est bien d'accord. Merci en tout cas, Jeanne Siot-Fachin. Ça s'appelle La guérison émotionnelle. C'est aux éditions Odile Jacob. Merci beaucoup. Avant de conclure, Guillaume de Brémisson, vous faites donc des stages qui s'appellent S'expanouir avec votre compagne Sabrina. C'est le but, on l'a dit tout à l'heure, c'est donc de pouvoir se retrouver, se reconnecter pour retrouver aussi une meilleure intimité. C'est tout à fait ça. C'est vraiment un travail de reconnexion et de profondeur. Alors la profondeur, c'est quoi ? C'est apprendre la présence. Lorsqu'on est ensemble, qu'on va faire l'amour, on a besoin d'être d'abord en lien par le cœur et puis d'être là, quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, finalement, c'est pas parce qu'on est dans la même pièce qu'on est réellement en lien. Parfois on oublie d'être ici et maintenant et on a tendance à divaguer, à être un petit peu ailleurs. Et là, on va apprendre des techniques pour rester en présence et pour mettre ça dans la sexualité du couple. Être lié à l'autre. Alors, elle parlait justement du corps, Jeanne Siot-Fachin. Je trouve que oui, être à deux, c'est être relié, certes par la parole, par la tête, mais ça, on l'est beaucoup, peut-être même trop, mais être lié aussi par le cœur et par le corps, évidemment. C'est d'abord être lié par le cœur et puis faire jouer nos corps et jouir nos corps ensemble. Et c'est tout l'objet de ce stage. Eh bien, on peut vous retrouver, si on veut s'inscrire, sur votre site universitédelamour.fr. Et puis, on peut vous retrouver dans votre livre aussi, si on veut mieux comprendre. Il s'appelle S'expanouir, le livre. J'aurais aimé trouver ce titre. C'est aux éditions First, donc n'hésitez pas. Tout de suite, vous retrouvez Alexandre Delovan. Et puis, je vous souhaite à tous de merveilleuses vacances. Je vais un petit peu faire pareil. Je vais un petit peu me reposer et je serai vraiment ravie de vous retrouver à la rentrée parce que on fait une émission tous ensemble extraordinaire et j'en profite pour vous remercier pour tous ces témoignages que vous m'offrez tous les jours.